Matin Première, émission spéciale. Retour au cours de cette matinée spéciale consacrée à la transmission de la mémoire. Il y a 80 ans tout juste, Hitler accédait au pouvoir. Ce ne fut pas un parcours linéaire, mais son discours populiste a fini par marquer des points dans une Europe en crise. Aux élections de septembre 1930, son parti nazi, le NSAPD, récoltait plus de 6 millions de voix. Deuxième parti d'Allemagne, il devient donc incontournable et accède au pouvoir. On connaît la suite. Autour de moi, à nouveau, les élèves de l'Athénée Léonie de Waha, situé au cœur de Liège, avec les plus jeunes tout à l'heure. Voici maintenant quelques élèves de Réto et leur professeur Rudy Créten. Bonjour. Bonjour. On vous entendra dans un instant. Je voudrais d'abord entendre les élèves. Bonjour Sophie. Bonjour. Qu'est-ce que tu retiens d'Hitler, toi? S'il fallait le résumer en quelques mots. J'en retiens, c'est que c'est un grand dictateur, mais dans le sens négatif, qui a commis le meurtre, pas exactement lui-même, mais d'1 million de personnes. Oui. Est-ce que tu peux passer ton micro à ta voisine? Oui. Bonjour. Tu t'appelles comment? Pauline. Il y a sur les réseaux sociaux des jeunes qui publient des blagues antisémites. Ça te fait réagir? Comment tu réagis à ça? Je me dis que d'une part, on peut en rire, mais il faut quand même prendre ça au sérieux. Faut pas trop dédramatiser. Oui. On peut en rire, tu dis? Oui, oui. Oui, mais c'est pour... oui. Enfin, c'est pour dédramatiser, mais il faut pas trop. Faut se dire que c'est quelque chose de réel. Oui. Est-ce que vous connaissez Spotted, ces pages qu'on partage sur Facebook qui appartiennent à des grandes écoles, les universités? Vous connaissez ces pages-là? Oui. Tu peux passer ton micro à ta voisine? Sur ces réseaux sociaux, on a vu des gens qui faisaient l'éloge des corps amaigris des Juifs dans les camps de concentration. Est-ce que tu as vu ces commentaires et qu'est-ce que ça t'inspire? Moi, je n'ai pas du tout entendu parler de ça, mais je trouve ça... Enfin, moi, je trouve pas ça normal. C'est quelque chose qui s'est vraiment passé. On doit vraiment prendre conscience de ça pour pas que ça arrive plus tard. Et c'est quelque chose d'atroce, donc je vois pas pourquoi on pourrait rire de ça. Oui. Est-ce que vous êtes des élèves de 5e? Est-ce que vous avez de 4e, pardon? Vous avez déjà, dans vos cours d'histoire, on vous a déjà parlé d'Hitler, de tout ce qu'il a fait? Au cours de français, on a vu un reportage. Oui. On a vu 1919-1939, La drôle de paix. Oui. Et pour faire une prise de notes, et c'était vraiment très intéressant. Et on a aussi des journées ateliers, et il y a un atelier Auschwitz, plus jamais ça, qui parle du génocide, mais aussi de toutes les autres guerres. Auschwitz, tu as envie d'aller voir une fois à quoi ça ressemble? Oui. Rudy Créten, vous êtes professeur d'histoire. Cette page sombre de l'histoire, à quel âge l'enseigne-t-on aux élèves? Donc ici, dans le programme de communauté française, on l'enseigne en 5e année, dans la 2e partie de l'année. Oui. Donc en fait, les jeunes qui sont actuellement en 4e ou au début de 5e année, enfin, on ne fait jamais que 3 mois de cours, n'ont pas encore eu l'occasion, dans le microcosme de la classe, d'avoir eu ce cours-là. Alors on enseigne quoi? La Deuxième Guerre mondiale, le parcours du dictateur, le génocide, tout ça en même temps? Non, en fait, si vous voulez, on essaie un peu de montrer les liens qui peut y avoir justement entre les différents événements. Le fait, c'est aussi de contextualiser. Et le plus intéressant, effectivement, dans le cours de 5e année, c'est de partir de la Première Guerre mondiale, de la crise de 29. Ça, on contextualise assez bien. Et puis, on arrive avec la montée d'une dictature et ce que ça peut provoquer, la Seconde Guerre mondiale. Je posais la question tout à l'heure à la représentante de l'ASBL Territoire de Mémoire. Est-ce que vous rencontrez parfois des élèves qui mettent en doute ces pages de l'histoire, qui montrent de la distance? Bon, je dois bien avouer que dans cet établissement, je n'en ai jamais connu. Mais en effet, dans mon passé de professeur, j'en ai eu, oui, clairement. Et c'est toute la difficulté, et justement, parce que c'est du déterminisme. Donc ça veut dire qu'effectivement, ils ont vécu avec cette connaissance, et il faut faire ramer en sens inverse, si vous voulez. On va retourner vers les élèves. Bonjour, tu t'appelles comment? Alizé. Cette page de l'histoire, est-ce qu'il te semble que ça appartient au passé, à un passé très, très lointain, ou est-ce que c'est encore proche de nous? Mais je pense qu'actuellement, il y a une certaine tendance quand même qui commence à revenir en Europe, notamment en Grèce. Moi, on en avait parlé avec le parti, je crois que c'était l'Aube dorée, où c'est un parti qui a quand même beaucoup évolué, en tout cas dernièrement, dans les élections. Et même actuellement en Belgique, on peut trouver une certaine tendance populiste dans certains partis. Et on voit l'évolution... Je vais te poser une question. Le populisme, c'est quoi pour toi? Le populisme, c'est... c'est difficile à définir comme ça. C'est plutôt une façon de... Disons qu'on se sert en fait des bas instincts d'une population pour l'entraîner vers la xénophobie, par exemple, ou faire le racisme, ou tout type de sentiments, on va dire,
tout type d'extrême, en fait. Oui, merci pour cet exercice difficile. On va en parler dans un instant avec vous, Bertrand. Bonjour Bertrand. Bonjour Georges. Alors, on se souvient du discours du roi qui, à Noël, mettait précisément en garde contre la montée des populismes en évoquant les années 30. L'histoire risque-t-elle de se répéter? Vous en parlez ce matin avec notre invitée Chantal Questelot du CGS. Bonjour Chantal Questelot. Bonjour. Est-ce que de temps à autre, avec tout le bagage historique qui est le vôtre, et vous êtes une spécialiste notamment de la guerre des années 30, du nationalisme, est-ce qu'il y a des jours où vous êtes inquiète? Alors, je suis parfois inquiète de certains amalgames, effectivement, dans les reportages que vous avez diffusés ce matin, lorsque l'on entend l'assimilation, on est antisémite et donc puisqu'Hitler avait choisi les juifs pour cible, effectivement on a une vision positive. Ce genre de réaction m'inquiète, c'est-à-dire ce qui m'inquiète c'est un peu le télescopage d'enjeux très très contemporains, en l'occurrence les conflits au Moyen-Orient, la montée d'une certaine forme d'islamisme et la lecture que ça implique du passé. Ce genre de choses-là, ce genre de réaction m'inquiète effectivement. Mais est-ce qu'il y a un risque selon vous, que nos sociétés, la Belgique en l'occurrence, mais on pourrait prendre d'autres sociétés en Europe, la Grèce, l'Espagne, refassent les mêmes erreurs que dans les années 30? Je crois qu'il faut quand même aussi insister sur les différences. Dans les années 30, on sort malgré tout d'une guerre qui a été extrêmement meurtrière, la première guerre totale qui a été la Première Guerre mondiale. On considère que l'option guerre est encore une option légitime. Je crois que c'est quand même ça, un des grands acquis de l'après-Deuxième Guerre mondiale. On a construit un environnement de paix, même si on n'est pas tout à fait à l'abri dans un contexte européen de guerre plus localisée. Donc ça, c'est un aspect. Je crois que l'aspect aussi, l'ultranationalisme tel qu'il s'est développé en Allemagne dans les années 20 et surtout dans les années 30, sont des choses avec lesquelles aujourd'hui on a pu prendre une certaine distance. Enfin, troisième élément, je crois que le rôle de l'État dans nos sociétés est fondamentalement différent. Dans les années 30, lorsque l'on se retrouve dans un contexte de crise économique, on est dans une situation absolument dramatique avec des chômeurs qui sont véritablement livrés à eux-mêmes. Donc je crois qu'on a quand même réussi à construire un certain nombre de garde-fous dans cette société de l'Europe de l'après-guerre. Oui, et donc le roi, quand il fait référence dans son discours aux années 30, clairement, et au populisme, je ne veux pas vous demander s'il a tort, quoique vous pourriez répondre à ça, mais ça veut dire qu'il ne faut pas prendre ça trop au pied de la lettre? Il ne faut pas prendre ça comme un avertissement du retour de la bête immonde, pour reprendre l'expression? Oui, moi je n'aime pas trop ce genre je dirais, d'amalgame un peu trop facile, et je crois qu'il faut être extrêmement prudent. Je crois qu'on a suffisamment de raisons d'être inquiet sans pour autant systématiquement se servir des années 30 comme une espèce de mise en garde permanente. Alors, pour revenir aux 80 ans de l'accession au pouvoir d'Hitler, est-ce que, sans juger trop le passé avec l'œil du présent, est-ce que les Allemands à l'époque avaient connaissance véritablement de ce qu'ils étaient en train de faire? En gros, est-ce que c'est l'ignorance qui a amené Hitler au pouvoir, ou est-ce que c'est un vrai choix déterminé des Allemands? Alors je crois qu'il y a une partie de choix, parce qu'à un moment donné, confronté aux problèmes que sont la société allemande, qui est cet héritage de la Première Guerre mondiale, ces limitations du traité de Versailles, cette instabilité politique chronique et surtout cette crise économique, parce que lorsque l'on regarde les chiffres de progression du NSDAP, c'est extrêmement frappant. En 1928, 2,5%. En 1930, en 1932, soudain, il y a véritablement une explosion et on arrive à ces fameux 37%. Donc on a véritablement cette crise économique qui va, pour un certain nombre d'Allemands, être en quelque sorte le moment clé, le tournant. Alors, est-ce qu'ils savaient? Je dirais qu'à la fois, on peut à la fois répondre oui, on peut répondre non. C'est-à-dire que oui, ils avaient potentiellement les instruments, le programme d'Hitler, Mein Kampf, sont accessibles. D'un autre côté, à la fois, je dirais qu'il y a un antisémitisme quand même de fond dans cette population allemande, dans une partie de cette population allemande, et donc je dirais que c'est quelque chose qu'ils ont coutume d'entendre. Hitler n'est pas le seul à proférer des propos antisémites, même s'il est le plus radical d'entre eux. Ensuite, je dirais qu'il faut être extrêmement prudent. Lorsqu'il arrive au pouvoir en 1933, on ne peut pas imaginer ce qui va se passer. Bien sûr, il y a des actions antisémites, il y a un antisémitisme ordinaire, on brûle des juifs, on brûle des livres juifs, on s'en prend à des étudiants juifs, mais ça ne signifie pas pour autant que l'on sache déjà ce qui va se passer. Il faut être extrêmement prudent et ne pas effectivement faire de télescopage avec ce que l'on sait aujourd'hui par rapport à ce qui était possible de savoir ou d'imaginer, parce que c'est vraiment l'inimaginable en 1933.
Ce qui s'est passé en 1933 en Allemagne, c'est évidemment un fait allemand, c'est aussi un fait et une erreur européenne des autres pays européens, la France, l'Angleterre, la remilitarisation, c'est difficile à dire ça dans un micro, de l'Allemagne, on la connaissait, le programme d'Hitler, surtout chez les gens qui s'intéressaient à la politique, on le connaissait. Est-ce que c'est aussi une erreur européenne, ce qui s'est passé en 1933 ? Alors, ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, il y a l'idée, c'est une affaire intérieure et on n'intervient pas. Et alors, il y a effectivement aussi des erreurs de jugement. Lorsque le NSDAP recule de 37 à 33%, un observateur de la vie politique comme Léon Blum dit, ça y est, c'est la fin du personnage, c'est la fin d'Hitler, on va pouvoir le contrer. Donc, effectivement, il y a une totale erreur d'interprétation, une erreur de perception qui se fait. Et donc, effectivement, l'Europe, mais encore une fois, il faut être extrêmement prudent. L'Europe telle qu'on la connaît aujourd'hui n'existe pas. Et tous les mécanismes qui ont été mis en place après la Première Guerre mondiale sont dans un esprit de revanche. On veut faire payer l'Allemagne. Et dans un pays comme la France, c'est quelque chose qui est extrêmement vivace. Et il y a des réparations. L'Allemagne aurait dû payer, en principe, jusqu'en 1988. Donc, il y a vraiment un esprit de revanche par rapport à ce qui s'est passé pendant la Première Guerre mondiale. Et je crois que ça, c'est important pour comprendre cette espèce d'aveuglement, d'incompréhension de ce qui se passe en Allemagne à ce moment-là. Alors, sur la transmission de cette mémoire, Chantal Questelot, Bart de Wever, le président de la NVA, avait dit, ça remonte déjà il y a 2 ans, les francophones ont tendance à mettre un peu leur passé sous le tapis, en l'occurrence le passé collaborationniste, Rex et autres. Est-ce qu'on a mis trop de temps chez nous, peut-être plus qu'ailleurs, à ouvrir les yeux sur la réalité de ce qu'ont été les années 30 et puis de la guerre et de chez nous de la collaboration ? Alors c'est vrai que la recherche a démarré beaucoup plus tardivement que dans d'autres pays. Les institutions spécifiques ont été créées tardivement. Le CGS a été créé en 1969, là où par exemple en France, aux Pays-Bas, on a créé des institutions dès 1945. Comment est-ce qu'on explique ça, que la Belgique est peut-être frileuse, et peut-être la Belgique francophone, si Bart de Wever a raison, mais ça vous allez nous le dire. Alors pourquoi la Belgique a été frileuse ? Je crois que ce qui s'est passé après la Seconde Guerre mondiale en Belgique, très vite, dès 1945, il y a un projet de musée de la Seconde Guerre mondiale qui est créé, mais il ne faut pas oublier le télescopage de la question royale. La question royale va être véritablement une espèce de verrou qui va faire en sorte qu'on n'a pas envie de se poser des questions. L'attitude du roi pendant la Seconde Guerre mondiale, l'attitude d'un certain nombre d'élites belges pendant la Seconde Guerre mondiale, tout ça, c'est des sujets dont on n'a pas trop envie de parler. Et il va falloir ce fameux procès que la Belgique va perdre en 1965 contre Verbelen, qui est un collaborateur belge qui s'est enfoui en Autriche. L'État belge n'a pas un dossier suffisamment documenté et à ce moment-là, on va créer une institution. Donc c'est véritablement, je dirais, la leçon de cette méconnaissance du passé qui va agir comme un effet boomerang. Alors, depuis 1970, il y a énormément de choses qui ont été faites. Je crois qu'il n'y a pas que les institutions, il y a aussi un certain nombre d'initiatives muséales qui ont vu le jour, parce que je crois qu'aujourd'hui, la connaissance des phénomènes passe par des centres de recherche, passe par les médias, passe par la télévision, des séries documentaires et passe aussi par une série de musées. Donc je crois qu'aujourd'hui, la Belgique a fait énormément pour rattraper ce retard et cette ignorance qui a pu être le cas jusqu'aux années 70. Une dernière question, Chantal Questelot, vous nous avez dit tout à l'heure, il faut faire attention avec les comparaisons, avec le populisme, avec les années 30 et ce qui se passe aujourd'hui. Je vais quand même vous la poser, cette question-là. La NVA d'aujourd'hui, et je suis sûr que pas mal d'élèves se la posent, cette question, est-ce qu'on peut la comparer au VNV, au grand parti nationaliste flamand de l'entre-deux-guerres, et qui a été largement collaborationniste? Est-ce qu'il y a des points de comparaison? Alors, il y a bien sûr des points de comparaison. Il faut savoir qu'il y a quand même un sentiment nationaliste flamand qui est présent, qu'on a des traditions politiques de nationalisme flamand qui transcendent les générations et qu'effectivement, dans, je dirais, l'électorat, dans les membres de la NVA d'aujourd'hui, il y a des petits-enfants, des arrière-petits-enfants d'anciens membres du VNV. Donc c'est clair qu'il y a une tradition de ce nationalisme flamand qui se retrouve aujourd'hui incarné par la NVA. Merci Chantal Questelot d'avoir été notre invitée ce matin. Eh bien voilà, merci à tous les deux. Avant de retourner à Reyers pour le journal de 8h, on reviendra ici tout à l'heure, Pascal Claude, à 8h30 avec les étudiants. Le thème que nous avons mis en débat, c'est comment parler d'Hitler à l'école.